Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo qui débriefe les matchs et l'actualité du peuple sang et or. Alors aujourd'hui nous évoquerons largement cette défaite 3-2 face à Montpellier. Samedi, nous nous demanderons si le RC Lens aurait pu, oui ou non, faire mieux. Et pour en parler avec moi ce soir, il fait son retour dans l'émission mais il n'avait jamais quitté nos cœurs. C'est Greg Lallemand de La Voix du Nord et La Voix des Sports. Bonsoir Greg. Salut à tous. Je me suis dit une petite formulation, c'est Noël bientôt, une petite formulation sympatoche. La semaine dernière, il était venu avec Tony Vérel dans ses bagages. Cette fois, il ne vient pas les mains vides puisqu'il nous accompagnera de son talent. C'est Samuel Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous. Je viens pas les mains vides, je ramène quand même Greg Lallemand. Là, évidemment, par rapport à la semaine dernière, c'est comme ça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. C'est 3-4 crans en dessous, c'est vrai. Il est coach de Culture Sang et Or, mais également l'atout charme. D'après les commentaires qu'on a sur le live, c'est Amaury de Monchaux. Bonsoir Amaury. Salut Thomas, bonsoir à tous. Et enfin, il est à deux doigts de devenir chroniqueur régulier de Culture Sang et Or. En tout cas, nous ne pouvons plus nous passer de lui. C'est Fabien Rousier de Lens Absolu. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Bienvenue à tout le monde dans l'émission. Donc je l'ai dit aujourd'hui, nous reviendrons largement sur cette défaite du RC Lens face à Montpellier. Nous parlerons également de Gérard Rouillet. Nous attribuerons les bonnes et les mauvaises notes de l'équipe pour Lens Montpellier. Après cela aura lieu le célèbre quiz Culture Sang et Or. Puis en deuxième mi-temps, nous nous projetterons sur le prochain match du RC Lens qui arrive très vite ce mercredi en terre monégasque. Allez, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Nous sommes donc en direct aujourd'hui pour parler de cette défaite du RC Lens face à Montpellier, mais je l'ai dit dans l'édito, vous le savez si vous suivez l'actualité du football, il paraissait évident de toucher un petit mot sur Gérard Rouillet qui nous a quittés tristement aujourd'hui à l'âge de 73 ans. On le sait, Gérard Rouillet a eu de nombreux problèmes de santé déjà depuis plusieurs années et aujourd'hui c'était le clap de fin pour lui. Donc je vous propose aujourd'hui de donner un petit mot, un petit ressenti sur ce que Gérard Rouillet évoque pour vous. Peut-être commencer par Greg Lallemand qui a particulièrement tenu à parler de Gérard Rouillet aujourd'hui. Oui, il parlait évidemment de Gérard Rouillet parce que c'est, on disait aujourd'hui, notamment, on a eu Jean-Pierre Papin au téléphone qui disait Gérard Rouillet, ce n'est pas que France-Bulgarie, parce que c'est vrai que pour moi, ma génération, malheureusement, c'était l'élimination de l'équipe de France pour la Coupe du Monde avec Gérard Rouillet en tant que sélectionneur. Mais ici, dans la région, c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, très attaché à sa région aussi. Je vous rappelle qu'il a ramené Neulémine quasiment porte de la D1, ils étaient en D2 à l'époque, l'US Neulémine. Il a également ramené le Racing Club de Lens en Coupe d'Europe. Il a été entraîneur de Lens pendant 3 saisons. Il a ramené le RC Lens en Coupe d'Europe et notamment lors de la saison 83-84 où Lens avait dû jouer contre trois équipes belges qui étaient la Gantoise, Anvers, Anderlecht. Alors pour la petite anecdote, pour ceux qui se souviennent, c'est le but d'Anderlecht. Au match aller, le but du Caillou, le fameux but du Caillou, un but d'une égalisation lensoise sur un ballon dévié par un caillou, un partout à Bollaert, puis défaite à 1-0 en Belgique. Mais voilà, il avait participé à reconstruire ce club à ce moment-là et il était toujours très très attaché au Racing Club de Lens. Quand il était revenu avec l'Olympique Lyonnais en 2006-2007, il avait gagné 4-0. Et Bollaert avait continué à chanter toute la deuxième mi-temps. C'était en décembre 2006, donc un jour de tifo pour le centenaire du club. Et il avait dit tout de suite au micro de Canal qu'il avait qui était hyper impressionné par ce public qui chantait encore à 4-0. On parle de quelqu'un quand même qui a connu Anfield Road, qui a fait les belles heures de Liverpool, qui a ramené Liverpool aussi sur le devant de la scène en 2001 avec un quadruplé, la Super Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Et ici, pour les plus jeunes, on oublie peut-être parfois ce qu'il a amené au Racing Club de Lens à l'époque. En tout cas, voilà, les plus anciens ne l'oublient pas et évidemment une pensée pour tous ceux qui l'aiment. Voilà. Et on voit beaucoup d'hommages de la part du peuple sang et or sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui pleuvent et de la part de tout le monde du football. C'est effectivement un grand monsieur qu'on a perdu. Sam, un petit mot peut-être sur Gérard Rouillet. Moi, j'ai pas les souvenirs évidemment de ce qui s'est passé quand il était entraîneur du Racing au début des années 80. Même si effectivement Greg a rappelé ce parcours en Coupe d'Europe en 83, grande année pour le Racing et moi ce que j'ai en tête, c'est effectivement la déclat qu'il avait fait à Canal. Alors j'ai regardé les images tout à l'heure. C'est vrai, effectivement, la première réaction qu'il a, c'est qu'il dit voilà, c'est quand même incroyable. Il y a peu de stades comme ça où l'équipe est emmenée 4-0.
le public continue de chanter, etc. C'est vrai, mais entre guillemets, à sa décharge, il y avait une ambiance de déglingo. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les images, c'était quand même extraordinaire. Ambiance incandescente à Lens pour ce match-là, avec les 40 000 spectateurs qui avaient poussé, y compris à 4-0, ça avait chanté Petit Papa Noël à la fin, enfin comme ils savent faire, comme des grands. Et donc lui, voilà, en tant qu'observateur assidu du monde du football, il avait repéré que c'était quand même un truc de fou, et il l'avait dit aux confrères de Canal. Ouais, et puis alors juste là-dessus, c'est pour vous dire à quel point il était très attaché aux tribunes populaires. En tout cas, petite anecdote que Patrice Berg, l'ancien entraîneur du Racing Club de Lens aussi, évidemment, qui avait lui aussi ramené plus tard le RC Lens en Coupe d'Europe en 95, adjoint et surtout ami d'enfance de Gérard Rouillet. Patrice Berg nous disait cet après-midi qu'il se souvenait ils sont connus sur les bancs du lycée. Et à 22 ans, ils avaient juste envie d'un jour d'aller à Anfield voir un match dans le club d'Anfield. Ils n'avaient pas d'argent. Du coup, ils sont partis tous les deux en stop voir un match de Coupe d'Europe entre Liverpool et Dundalk, c'était en 1969. Donc, imaginez en 1969 traverser la Manche pour en stop pour aller voir un match à Liverpool. C'était pas aussi simple aujourd'hui. Et voilà, et puis surtout de manière assez hallucinante, 30 ans après, ils se retrouvaient ensemble sur le banc de Liverpool. Et évidemment, pour ces deux gamins très attachés à la région de Nord-Pas-de-Calais, c'était évidemment un moment très particulier de revivre l'amour qu'ils avaient eu pour la tribune du COP d'Anfield et d'être applaudis par Anfield ensuite en tant qu'entraîneur et entraîneur adjoint du Liverpool Football Club. Voilà. Fabien, un petit mot sur Gérard Rouillet ? Oui, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'hommages aujourd'hui toute la journée sur les réseaux sociaux, et j'ai en tête un extrait de vidéo d'un passage lors d'une émission de Canal+, où il évoquait une anecdote de sa période à Liverpool, et il racontait qu'il était en manque d'un joueur sur le côté droit, et il n'avait pas forcément de solution dans son effectif, donc il s'était tourné vers l'entraîneur des moins de 19 ans, et l'entraîneur lui avait dit viens voir un joueur dimanche, j'ai peut-être ta solution, viens le voir, voilà. Donc il se rend au stade le dimanche, et il regarde, et au bout de 5 minutes il se rend compte que le joueur fera pas du tout l'affaire, et il a dans l'anecdote il dit je suis quand même resté par politesse, et ça dit quand même beaucoup du bonhomme, je trouve. Il aurait pu partir au bout de 5 minutes, et finalement il est resté pendant tout le match, et c'est là qu'il a découvert Steven Gerrard, qui l'a fait monter immédiatement dans l'effectif des pros de Liverpool. Donc le fait de rester par politesse et pour simplement ne pas partir au bout de 5 minutes, et voilà, n'en avoir rien à faire des autres, ça dit beaucoup de Gérard Rouillet, je pense. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, à titre personnel, je découvre beaucoup d'anecdotes sur un homme que je connaissais déjà connaître, mais forcément, il y a des très belles histoires qui réapparaissent aujourd'hui. Amaury, un petit mot sur Gérard Rouillet ? Oui, on va pas paraphraser les collègues, mais c'est vrai que c'est un grand homme, surtout du territoire, qui s'en va. Il faut rappeler que c'est quand même le premier coach qui gagne le titre de D1 avec le PSG. Ils sont seulement 4, on est seulement 4 coachs français, enfin même 3, parce que le 4e est un peu en double nationalité, mais on a 3 coachs français qui ont gagné une Coupe d'Europe, il en fait partie. Donc moi je le vois un peu comme l'un des pionniers, l'un des premiers à s'exporter et à en plus gagner. Il gagne avec Lens, il gagne avec le PSG, il est sélectionneur de l'équipe de France, même s'il est rattaché un peu à une histoire malheureuse. Et derrière, il va à Liverpool, il gagne encore, il revient à Lyon, il gagne encore. Donc je pense quand même que c'est l'un des pionniers, et il faut pas minimiser son palmarès et l'importance de son parcours à son époque. Et enfin, juste un petit mot sur Liévin, sur le pôle espoir de Liévin notamment, qui a donné beaucoup de champions. On parle de Varane, on parle de l'anglais, on parle de Pavard par exemple pour les plus récents. Mais voilà, c'est Gérard Rouillet qui a lancé tout ça, qui a lancé cette idée de formation à la française et ces pôles un peu régionalisés pour aller chercher les talents là où ils étaient. Donc Gérard Rouillet a évidemment beaucoup participé à l'essor du football français depuis les 30 dernières années, et même peut-être un peu plus, et le réduire à France-Bulgarie évidemment, et ce serait très injuste par rapport à ce qu'il a apporté au football français. Voilà. Il suffit même de voir au-delà de ça les images de Gérard Rouillet avec le trophée de la Ligue des Champions, et voilà, on aura calmé tout le monde. On a des hommages sur le chat effectivement pour Gérard Rouillet. Patricia qui nous dit bonne émission ce soir, je pense à Daniel, Arnold et Gérard, et je suis triste, trop triste. Beaucoup de gens parlent de Gérard Rouillet comme d'un grand homme, c'est les mots qui sont employés, et je pense que l'emploi de ces mots n'est pas galvaudé.
Il y a évidemment pas de transition à faire dans ces cas-là, donc on va passer directement au match qui nous intéresse, l'analyse de ce Lens-Montpellier qui a eu lieu donc samedi soir à 21h, une défaite 3-2. C'était un joli match certes, mais 0 point dans la besace. Du coup, ma question sera simple. Le RCL pouvait-il espérer faire mieux? Samuel. Écoutez, je vais vous dire franchement, j'ai été très surpris de la réaction de Franck Hez après le match, qui a dit effectivement que Lens méritait le match nul. Disons que j'ai pas eu du tout la même lecture en tant qu'observateur, commentateur pendant le match, où j'avais vraiment le sentiment que Montpellier était au-dessus, que c'était une équipe qui avait plus d'expérience, qui gérait davantage, qui gérait mieux les temps faibles, qui avait des joueurs offensifs qui étaient plus mordants. Enfin bref, il me semblait qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Enfin, c'était mon ressenti. Et puis j'ai écouté Franck Hez et souvent je trouve que Franck Hez dit des choses intelligentes. Et après, petit réflexe d'après-match, je suis allé voir les expected goals, donc les buts attendus. Thomas, vous savez que j'aime bien ça. Ouais. Et puis j'ai vu qu'en fait les expected goals, c'était, alors ça ne va pas, mais pour le coup pour ce match-là, c'était égalité, 1,4 contre 1,4. Ouais. Et puis avec le recul, en repensant à cette rencontre, en lisant les analyses, etc. Je me rends compte qu'en fait cette rencontre, elle est perdue simplement sur quasiment 3 erreurs individuelles. Les Lensois, en fait, ils ont fait leur match, entre guillemets, comme d'habitude, comme ils savent faire. Et que si on gomme ces petites erreurs, il y a peut-être mieux, voire beaucoup mieux à la fin. Ouais. Donc, j'ai révisé un petit peu mon jugement. Et je me dis que oui, effectivement, il y avait certainement mieux à faire si les joueurs lensois avaient réussi à être un peu plus propres dans leur propre surface de réparation. Je vais donner la parole à Amaury parce qu'on a un petit peu parlé avant l'émission et je pense qu'il est plus d'accord avec Franck Hez qu'avec toi, même si tu teintes un peu ton discours. Et dans le chat, on a notamment Johan qui arrête pas depuis le début de l'émission de dire ça aurait mérité un 3-3, ça aurait mérité un point. Alors Amaury. Oui, ça va, Sam, il s'est rattrapé avec la deuxième partie de son discours. Voilà, il a un peu tempéré les choses. Non, mais honnêtement, là où je m'inscris un peu en désaccord avec Sam, c'est que, comme d'habitude, Sam, tu disais comme d'habitude, on fait notre match. Moi, je trouve que non, justement. Je trouve qu'on n'avait pas bien joué contre Nantes, par exemple. Tu vois, les derniers matchs, je nous trouvais un petit peu moins bien. Et là, en revanche, je nous trouvais bien. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux, oui. Parce que quand on fait 3 erreurs individuelles, forcément qu'on peut faire mieux. On aime la nonchalance de Loïc Badet, mais quand il nous fait une relance comme ça à 30 mètres dans les pieds de l'adversaire, forcément que juste après un super geste en plus, c'est ça qui est rageant. Pardon? Juste après un super geste en plus, c'est ça qui est rageant. Ouais, c'est un petit peu rageant. Moi, je trouve qu'on a justement retrouvé nos principes de jeu. On a 60% de possession de balle, donc on utilise le ballon. Je trouve que le troisième but, on le sent arriver pour Montpellier. On est sur un temps fort pendant 15 minutes, on marque tout de suite. Après, on a 15 minutes de temps fort, on marque pas. Et moi, j'ai changé avec les copains, je me suis dit là, on va prendre un pion forcément. Et peut-être 3 minutes après, on le prend. Parce que dès qu'on a un temps faible, en fait, dès qu'on a eu un temps faible, on a encaissé. Et c'est là où on doit progresser, c'est qu'on doit mieux gérer nos temps faibles. On prend un but sur coup de pied arrêté. Pour moi, c'est d'expérience qu'on n'a pas encore. On se le dit souvent. Oui, on est une équipe jeune, on est novateur dans le jeu, etc. On n'a pas tous l'expérience de la Ligue 1, mais ça se voit malheureusement. Mais moi, j'étais alors satisfait, c'est compliqué parce que cette série d'une défaite, c'est toujours un peu compliqué. Mais j'étais honnêtement rassuré dans le jeu. Rassuré dans le jeu, on a retrouvé notre allant, on a retrouvé l'utilisation du ballon. Mais oui, on peut et on doit faire mieux. On doit gommer ces petites erreurs si on veut voir plus haut. Mais en même temps, pour un promu, je pense qu'une nouvelle fois, les louanges de l'adversaire sont méritées. Alors le RC Lens a retrouvé son allant et moi je l'ai dit en début d'émission, on a retrouvé notre Greg. Greg, toi, qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce que tu es plutôt team Amaury, team Samuel ou team Greg? Tu es peut-être ta propre team à part. Moi, ma team, elle est un peu un mélange de deux. C'est-à-dire que moi, déjà pendant le match, je trouvais que les commentaires un peu durs avec le Racing Club de Lens, vraiment, notamment sur les 25 premières minutes où effectivement Lens est mené 2-0. Oui, c'est deux grossières erreurs. Oui, Badet est un peu gourmand et arrive ce qui arrive. Oui, Jean-Louis Léca se manque sur ce ballon qui est pas facile quand même parce qu'il est fusant et il n'a pas de réussite non plus parce qu'elle tape. Mais il est bien tapé, hein. Savanier tape bien aussi. Hein. Oui, voilà. Bon, il y a un peu une sorte de coup de flipper, mais effectivement, il doit mieux négocier cette situation. Pour autant, j'ai trouvé déjà, même les commentateurs en direct, que c'était très dur parce que je trouvais que Lens était dans son match, avait une première occasion avec Sotoka, il y avait des situations, il y avait
parfois un peu de manque de justesse dans le dernier geste, mais je trouvais que ce qui était proposé me semblait tout à fait cohérent. Et j'avais pas l'impression d'avoir un Montpellier irrésistible face au bloc Sawyer, loin de là. Et je vais même vous confier que j'ai dit à un ami, si Lens revient 2-1 avant la mi-temps, ils vont gagner ce match parce que moi je les trouve au-dessus. Et ça n'a pas été le cas parce que à 2-2, au moment où on a senti que Montpellier pouvait plier, évidemment Kalimuendo peut marquer, ne marque pas. Sotoka, il veut servir Sotoka et c'est contré, mais à ce moment-là, vraiment, Montpellier était à la rue. Le problème entre les deux équipes, c'est que Lens n'a jamais réussi à profiter de ces temps forts, là où Montpellier, effectivement, pendant 5 minutes, cette multiplication de corners qu'on a vu arriver a été hyper efficace dans ces temps forts. Lens a été, pour moi, dangereux de bout en bout. Quand je dis de bout en bout, c'est de la volée de Sotoka arrêtée, qui a un peu croqué d'entrée, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'action de Ganago sauvée à la fin. Il y a la volée de Kakuta. Il y a des vraies situations. Moi, j'ai vraiment trouvé les commentaires un peu durs et je suis intimement persuadé qu'évidemment, sur un 3-2 avec le même contenu, beaucoup crieraient au génie en disant c'est quoi cette équipe avec... Donc, je pense qu'il faut être mesuré. C'est pas un match totalement abouti, bien sûr que non. Mais je suis assez d'accord avec Amaury quand il dit que concrètement, dans le contenu, c'était certainement meilleur que face à Nantes, où pour le coup, le Racing Club de Lens avait pris un point. Le résultat ne dit pas tout. Évidemment, ça reste très important en football. Mais moi, j'ai vu un bon match, et notamment des 100 et or. Voilà. On va demander l'avis de Fabien et après on vous posera des questions. Il y a des questions très intéressantes dans le chat, notamment sur nos tireurs de penalty et sur la composition de départ qui aurait pu être changée sur ce qui était des attaquants alignés hier. Donc on posera la question. Fabien, toi, est-ce que tu penses que le RC Lens aurait mérité mieux ? C'est difficile à dire, Thomas. C'est un match qui est pas simple à analyser, tout simplement parce qu'on a fait 3 erreurs individuelles et à chaque fois, ces 3 erreurs reviennent dans la balance des analyses qu'on peut avoir. Alors oui, Lens a été cohérent, a été plus compact que face à Angers, par exemple, où l'équipe s'était complètement désolidarisée, on va dire, entre les lignes. Là, on a vu une équipe vraiment cohérente qui a maintenu son système de jeu, qui a eu la possession, comme a dit Amaury, qui l'a plutôt bien utilisé, mais qui s'est à chaque fois mis dans la difficulté, comme face à Angers. On encaisse le premier but, voilà, on encaisse 2 buts, on revient malgré tout à 2-2, donc sur le plan émotionnel, voilà, on adore cette équipe de Lens, on s'ennuie jamais au cours des matchs. Malgré tout, on reprend un 3e but derrière et on est quand même pas loin d'arracher le 3-3 en fin de match. Donc c'est vrai que d'un point de vue émotionnel, on peut être satisfait, on voit des beaux matchs de foot avec Lens, on n'est jamais déçu. Mais si on prend un peu de hauteur et si on sort un petit peu du contenu du match, moi je me dis quand même que c'est le 4e match de suite à domicile où on gagne pas. Sur ces 4 matchs, on encaisse 11 buts, quasiment 3 buts par match de moyenne, et que les 2 derniers succès qu'on a connus, c'était à l'extérieur. Donc heureusement, sur les 5 prochains matchs qui viennent, on en joue 4 à l'extérieur, donc ça peut nous sauver. Mais voilà, je dis attention quand même. Voilà. Je vais poser des questions du chat. Une question toute simple par rapport au tireur de penalty. On sait que le RC Lens a eu un penalty qui a permis de revenir à 2 partout. Et j'ai une question d'Aurélien qui dit... alors, pas Aurélien, pardon. J'ai une question de Thomas... Non, Dalin, je la trouve plus. Ah oui, Dalin, qui dit tous les pénaux réussissent le son du même côté par Kakuta. Est-ce qu'il ne faudrait pas varier les tireurs au RC Lens ? Alors, Amaury, ça te fait réagir. Ouais, c'est parce que je m'étais noté aussi la stat en préparant l'émission. Je crois que c'est 6 sur 7 où il tape en bas à droite. Ouais. Mais c'est une psychologie intéressante puisque le gardien se dit ce coup-ci il va changer. Ouais. Il se dit ouais, mais moi je change pas parce que tu vois, le rapport de force mentale est intéressant. Mais il y a un moment où je pense qu'il va devoir innover quand même. Ouais, là c'est sur le fil. C'est-à-dire qu'il y a une pression psychologique. On s'attendait tous à la voir à droite. Elle était à droite. Elle a réussi. C'est juste une petite question comme ça qu'on posait. Et une autre question de Thomas qui aurait aimé voir Ganago Kalimuendo en pointe pour une fois. Et on a vu effectivement un Florian Sotoka peut-être un poil moins performant, peut-être en manque de physique. Greg, t'as l'air d'accord là-dessus ou pas d'accord? J'arrive pas à lire en toi. Non, moi, oui, je pense que alors moi je pensais vraiment que Sotoka ou Banza devaient aller avec Kalimuendo ou Ganago. En tout cas, c'était l'idée de Franck S pour moi. Et je me suis trompé parce que la semaine dernière, clairement, on a compris dans le point presse de Franck S que l'idée d'associer Ganago et Kalimuendo, c'est pas non plus complètement complètement foufou dans sa tête. Bien au contraire, c'est pas farfelu. Il y pense.
Donc les deux peuvent apparemment être associés. Après, concrètement, je pense qu'encore une fois, Ignatius Ganago, il lui manque peut-être encore un peu de. Il manquait encore un tout petit peu de jus, peut-être. Kalimundo restait sur 3 matchs, 3 buts en 3 matchs. Sotoka avait été bon quand même à Rennes dans son. Excellent. Il y avait une semaine pour préparer ce match. Je pense pas que ce soit un problème pour Florian Sotoka d'enchaînement. Il a juste été moins bon, tout simplement. Et en même temps, jusqu'au bout, il a aussi été précieux. Je pense à cette remise de la tête deuxième super bien joué pour Ganago. Et c'est quelqu'un qui, même quand il n'est pas bon, on l'avait vu contre Reims, où il n'avait pas été bon jusqu'à la 89e. Il donne tellement, il a un tel état d'esprit qu'il avait fini par mettre un doublé dans les arrêts de jeu et presque gagner. Donc, en même temps, c'est un sujet, Greg, le jeu de tête, parce que comme tu le dis, tu vois, une nouvelle fois, il est important. Franck Hez en parlait. Pourquoi il reste important même sur les aspects défensifs dans le domaine aérien. Une nouvelle fois, on prend un but sur coup de pied arrêté. Une nouvelle fois, on prend des buts de la tête. Donc, je pense que c'est un vrai domaine à prendre en considération. Je pense que justement, Florian Sotoka, j'ai pas les stats en tête, mais il est aussi très précieux sur les corners défensifs et sur les coups de pied défensifs, où il arrive à repousser sur le ballon. Souvent, il est placé au premier poteau. Et je dis pas que c'est pour ça qu'il faut aligner Florian Sotoka, attention. Hein. Mais il a beaucoup plus de qualité qu'on ne le croit. Et même dans des matchs où il est pas très bon comme samedi, il peut être précieux et même décisif. Et voilà. Mais après, évidemment, que je comprends que certaines personnes aimeraient voir Kalimundo et Ganago. Et moi, je suis assez curieux de voir un jour la doublette aussi. Ça, c'est une évidence. Pour corroborer tes propos, Greg, on gagne 25 duels aériens ce week-end contre Montpellier. Florian Sotoka en gagne 5 à lui tout seul. Il n'y a que Badé qui fait mieux, donc en effet. D'autant que quand l'équipe essaie de jouer long, ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs, mais ça peut lui arriver parfois quand elle joue bloc bas, le seul qui est capable d'aller en dévier une, c'est quand même Florian Sotoka, même si évidemment après, techniquement, parfois c'est un peu plus rustre que Ganago. Moi j'ai vraiment du mal avec Kalimundo pour l'instant. Je vais vous dire une chose, c'est que je trouve très très bon ce garçon, il met des buts, mais dans le jeu, je trouve que des fois, il est souvent, il y a des passages où il est assez transparent. Alors, c'est peut-être son jeu qui est comme ça, hein, simplement, et il sera toujours comme ça, et ça l'empêche pas d'être décisif, comme on l'a dit. Mais des fois, dans les duels, dans la participation au jeu, je trouve qu'il doit encore s'améliorer, et je pense qu'il le sait de toute façon. Il a 18 ans, on le rappelle, mais c'est encore un axe de progression, je pense, pour moi. S'il marque pas son petit but, ça change tout, effectivement. Et toi, Sam, tu en rêves ou tu laisses ce fantasme supporter, cette perte? Non, je rêve pas du tout. Je laisse ce fantasme aux supporters. Alors après, évidemment, sur une fin de match, peut-être qu'on les verra ensemble ou même en début de match. Enfin, j'en sais rien. Et ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est pas 2 attaquants. L'idée, c'est effectivement les attaquants qui commencent, les attaquants qui terminent. Franck Hez, il a bien fait comprendre ça depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'il va pas faire jouer les 2 mêmes attaquants pendant 90 minutes. Donc, c'est en fait quel attaquant par rapport à quel adversaire et quel niveau physique va pouvoir apporter à quel moment. En fait, c'est plus ça. C'est-à-dire que là, le calcul qui avait été fait par Franck Hez à Rennes, c'est voilà, Ignatius Ganago, on a vu qu'il avait été titulaire une fois auparavant, c'était pas génial. Il a peut-être 30 minutes dans les jambes. Je vais balancer Ganago avec une défense de Rennes qui est fatiguée, ça va exploser, ça a été le cas. Là, ça a failli être le cas aussi. Donc, il n'a pas manqué grand-chose. Effectivement, Greg, il a raison. C'est-à-dire que il a manqué un rien pour qu'en fait ça se transforme en victoire 3-2 et qu'on dise bah voilà, cette équipe elle est passée de 0-2 à 3-2, c'est super, avec en plus Kalimundo qui aurait pu s'il avait été un poil moins altruiste marquer un 4e but en 4 matchs. Bref, juste un élément que je voulais vous dire. Effectivement, on a parlé de Nantes et d'Angers, on a assez peu parlé de Montpellier. Moi j'ai trouvé que les Montpelliérains avaient fait aussi un vrai bon match. J'ai trouvé que le trio offensif de Montpellier avait été extra. Que Andy Delors avait fait une masterclass. On parlait de Sotoka et des coups de pied, des coups francs défensifs. Delors, il était partout pendant le match. Il a fait vraiment très très mal à Lens. Donc voilà. J'entendais aussi ce que disait Amaury. Effectivement, entre guillemets, on n'aime pas dire ça, mais victoire encourageante. Il faut aussi savoir que jouer à Dijon ou jouer contre Rennes, contre une équipe qui est pas en confiance, et jouer contre Montpellier qui reste sur 3 victoires consécutives à l'extérieur, c'est pas la même chose. Évidemment, nous, on est là, on est observateur du Racing Club de Lens, donc on analyse les résultats, les performances du RC Lens, mais il y a aussi un adversaire. Et là, je trouvais que c'était quand même un très très bon adversaire. Donc effectivement, il a pas manqué grand chose, mais globalement, je trouvais que Montpellier avait été un peu meilleur.
Bah, on avait beaucoup de journalistes et de commentateurs se sont accordés à dire qu'on avait effectivement là la confirmation qu'on était face à deux bonnes équipes de Ligue 1. Greg, tu voulais rajouter? Juste une chose sur le geste de Kalimundo, justement, ce face-à-face où il peut piquer, il peut dribbler, il peut frapper, voilà, et finalement il sert Sotoka. Je pense que ce geste, même si évidemment il est au final pas décisif et pas concluant, il dit tout de l'état d'esprit de cette équipe quand même, parce que les joueurs qui rentrent, ils veulent pas trop tirer la couverture à eux. Je trouve que vraiment il y a du mouvement, il y a l'envie de mettre son partenaire dans des bonnes dispositions. Et il n'y a pas trop d'individualisme, et c'est ce qui fait que cette équipe elle peut être dangereuse à n'importe quel moment. Moi j'apprécie ça, même si évidemment si Kalimundo met ce but, on se pose pas de la question s'il doit la remettre à Sotoka, mais comme Sotoka avait remis un ballon à Kalimundo en tout début de match contre Angers en une touche magnifique, il y a cette volonté de jouer avec les autres. Il y a Kakuta qui est, même quand il n'est pas toujours extraordinaire, il se régale parce qu'il sent que les joueurs sont disponibles et peuvent le faire croquer aussi de temps en temps un peu, comme ça avait été le cas contre Nantes où il avait marqué sur un centre de Simon Banza. Donc vraiment tout le monde est concerné. Je trouve que vraiment l'état d'esprit, on sait que les places sont chères. Nous, on a eu Clément Michelin ce matin dans un autre registre, évidemment plus défensif, mais ce matin en conférence de presse. On avait eu Jonathan Klaus la semaine dernière et les deux sont un poste. On a vu l'entraîneur Michelin, il était déterminé. Mais oui, mais voilà, et pour autant, j'ai vraiment l'impression qu'ils jouent tous les uns pour les autres. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être juste une sensation, mais tant que cette équipe-là, elle avancera dans cet état d'esprit-là, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas d'autres bons matchs prochainement au RC Lens. Voilà. On peut faire confiance à Greg. Greg, t'en as vu des équipes de Lens. Si tu dis ça, je pense que c'est fondé. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça parce qu'il est quelle heure? Il est 20h27. Bah ouais, je crois que des matchs merdiques au Racing Club de Lens, on en a vu. Des matchs vraiment dégueulasses, on en a vu, notamment depuis 12 ans, depuis 30 ans que je vais au stade. J'ai vu des matchs, des soirées vraiment, vraiment mauvaises. Mais oui, le RC Lens est perfectible. Oui, le RC Lens est perfectible et c'est ce qui doit le rendre presque optimiste parce que franchement, livrer des matchs comme ça a été le cas samedi contre une superbe équipe de Montpellier, et Sam a tout à fait raison, on oublie complètement le milieu de terrain de Montpellier. Moi, quand vous avez Mollet, vous avez Ferry, vous avez du monde, vous avez Delorme, Mavididi, c'est hyper technique. C'est une équipe qui avait perturbé quand même le PSG il y a une semaine, qui est capable de mettre des buts. Il faut rappeler que le RC Lens est encore en apprentissage et il l'a vu samedi. Voilà. Mais Amaury n'est pas d'accord sur le Montpellier de samedi. Tu les as pas trouvés si performants, toi? Moi, je voulais juste reprendre la parole. C'est mon avis tranché du soir, c'est mon heure. Montpellier fait un bon match tactiquement. Il exploite nos temps faibles. Il est froid de réalisme. Mais moi, je trouve que quand on se positionne de façon un peu neutre sur le terrain, Fabien le dit, Greg le dit, du côté du Racing, on vit des émotions. On voit une équipe qui va de l'avant. Une nouvelle fois, on va chercher un but en allant faire un pressing jusqu'au gardien adverse et qui découle sur une récupération de balle très haute de notre part et on remet un but derrière. Enfin, tu vois, oui, pour moi, c'est une belle victoire de Montpellier version 2019-2020. Tu vois, Montpellier plus défensif, plus en place, qui attend les faiblesses de l'adversaire pour l'exploiter. Cette année, ils nous ont habitués un petit peu mieux. Ouais. Ils utilisent le ballon, ils ont des joueurs de foot comme Mollet, Savanier à l'intérieur qui sont juste de très bons joueurs de foot. Moi, je trouve qu'ils nous ont un peu… Alors, au final, le coach Terzac a raison, hein, il gagne le match avec 40% de possession. Mais je trouve que en termes d'émotion, quand on est supporter de Montpellier, là, oui, on met des buts sur des coups de pied arrêtés, sur un centre, mais ils n'utilisent pas le ballon. Et dans la manière, si on se positionne un peu candide du football, Lens a largement tiré son épingle. J'ai l'impression d'entendre un supporter belge après France-Belgique à la Coupe du Monde. Mais complètement, c'est exactement ça. Tu tires à balles réelles, là, mais bon. Et quand il ne trompe pas, le plus important en foot, c'est de gagner. Et Montpellier a la bonne place parce qu'il a gagné, il a tout bien. Et quand on gagne en foot, c'est la vérité de Greg Lallemand, ça, c'est discutable. C'est vrai. Attends, moi, je pense Montpellier, j'entends ce que tu dis, Amaury, mais j'ai pas la stat en tête, mais Montpellier cette année, ça doit être la 3e ou la 4e attaque. Hein. Mais c'est pour ça que je te disais, Sam, que pour moi, on a vu un Montpellier version 2019-2020, mais surtout dans l'utilisation du ballon, tu vois. Mais sinon, oui, ils mettent des buts et là, ils exploitent très bien nos faiblesses. Mais après, c'est un débat philosophique. Mais si on se parle exactement. La philosophie, la semaine dernière, après le match à Rennes, on l'avait pas. Hein.
non, je dis le débat philosophique après le match à Rennes la semaine dernière où les Lensois ont bétonné. Ah bah ouais, clairement. En moitié de terrain, on l'avait pas. Bon, c'est pour ça qu'on avait dit la semaine dernière qu'on avait fait un bon match tactique. Messieurs, je vais vous demander de savoir raison garder là sur ce débat. On va passer à un autre sujet. On était beaucoup sur l'attaque. Passons à la défense et même au poste de gardien de but avec Jean-Louis Leca dont on parle pas mal dans le chat ce soir et même on en a pas mal parlé pendant le match et sur Twitter. J'ai vu Jean-Louis Leca serait en ce moment un gardien pas assez décisif. Fabien, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Bah, c'est un raccourci un petit peu facile de tomber sur le cas, je pense, en disant il fait une erreur sur le deuxième but, effectivement. Est-ce qu'on peut dire derrière qu'il est pas assez décisif? Il en sort quand même une ou deux pendant le match. Et à Rennes, il a fait également des arrêts qui sont avérés déterminants dans la victoire du RC Lens. Donc là, oui, bon, effectivement, il fait une erreur. Effectivement, il est peut-être dans une mauvaise passe. Il a du mal peut-être à retrouver une forme de sérénité ou de confiance dans ses interventions et dans ses gestes. Mais de là à dire qu'il n'est pas suffisamment décisif, non, je dirais pas comme certains supporters. Sam, tu te mets dans quel camp, toi? Évidemment qu'il n'est pas suffisamment décisif en ce moment. Il a fait un super début de saison. Jusqu'à la 7e, la 8e journée, il a fait un très bon début de saison. Mais je pense que c'est un secret pour personne de dire qu'il est moins bien depuis quelques semaines. Il y a un but qui est pour lui là contre Montpellier. Il y a au moins un but, voire deux buts qui sont pour lui contre Reims. Angers, bon, c'est contestable, mais on peut aussi, pourquoi pas, l'incriminer sur l'un des buts. Disons que ce qu'on demande à un gardien de but, c'est d'arrêter les frappes et d'éviter les erreurs. C'est ça qu'on demande à un gardien de but, c'est d'éviter les erreurs. Et comme on demande à un défenseur central d'éviter les erreurs. Bon, là, il y a beaucoup d'erreurs depuis quelques semaines. Il faut pas oublier qu'il a fait un super début de saison. En fait, quelque part, c'est aussi à l'image de l'équipe. C'est-à-dire que lui, comme l'équipe, ils ont très très bien débuté et c'est un peu plus dur là depuis quelques semaines. Donc évidemment, comme il est gardien de but, il est beaucoup plus exposé. Après, on va peut-être parler de la sensation vénézuélienne qu'il y a derrière. Enfin, j'en sais rien, je vous laisse ce débat-là. Mais voilà, Jean-Louis Leca, c'est aussi un truc. Enfin, il y a aussi quelque chose à remettre à rappeler. Je crois, c'est que Jean-Louis Leca, c'est un bon gardien de Ligue 1. Je pense qu'on peut dire ça. C'est pas un top gardien de Ligue 1. Donc, c'est normal qu'il fasse des bons matchs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout à l'heure, Fabien disait il en sort une ou deux. Ouais, ok, c'est normal d'en sortir une ou deux. Ce qui est moins normal, c'est de multiplier les erreurs depuis 3-4 semaines. On va passer à un autre sujet que Jean-Louis Leca. Ah, vas-y, Amaury, tu veux conclure? Ouais. Thomas, une stat qui était chère, Sam, en expected goal against. Donc, contre nous, on aurait dû prendre normalement 13 buts. Et on en a pris 21. Donc, oui, on joue contre des attaquants inspirés si vous voulez, oui. Mais à un moment donné, il y a quand même un petit côté statistique qui nous fait dire que Jean-Louis, il aurait dû faire 2-3 arrêts en plus. Allez, Greg aussi, du coup, sur Jean-Louis Leca, c'est un sujet qui déchaîne les passions. Ouais. Non, mais bon, j'entends tout ce qui se dit sur Jean-Louis Leca, mais ce qui est dingue, c'est que, évidemment, qu'on puisse dire qu'il n'est pas décisif en ce moment, je l'entends, mais quand je le vois déjà partout, ça y est, il faut changer de gardien. Enfin, après, c'est facile, c'est les réseaux sociaux. Je suis peut-être un vieux con là-dessus, mais évidemment, moi, des fois, je vois des réactions assez épidermiques. Il faut mettre Farinez. Alors, personne ne l'a vu jouer, Farinez. Hein. Franchement, personne ne l'a vu jouer. Moi, je l'ai vu jouer. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais je peux vous dire que Wilker Farinez, pour l'instant, il n'est pas prêt à jouer en Ligue 1. Voilà, c'est mon avis. Je peux me tromper, mais déjà, dans la manière de jouer du RC Lens, il faut savoir jouer au pied. Il faut savoir relancer proprement, etc. Il a beaucoup de progrès à faire. C'est la sensation de mec qu'on connaît pas, qu'on a vu que sur des highlights, on va dire, des montages vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. C'est bien plus compliqué que ça d'être gardien de Ligue 1 voilà. Et moi, je pense vraiment que déjà entendre parler de Wilker Farinez, c'est pas l'aider lui en plus, parce que le jour où il va avoir sa chance, il faudra pas qu'il se loupe parce qu'il y aura encore moins de patience parce que tout le monde l'aura attendu. Je suis même pas sûr que pour l'instant, Wilker Farinez soit au-dessus de Didier Després. Sur ce que je vois, moi, dans certaines séances. Il est encore jeune, il est perfectible, il va être bon, peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Ça me fulmine, je voulais arrêter le sujet. Non, je fulmine pas, parce qu'en plus, pour le coup, pour aller au fond de ma pensée, si j'étais à la place de Franck Hez, je ne mettrais pas, c'est-à-dire que je maintiendrais Jean-Louis Leca, je pense un petit peu comme nous tous. Je pense que la question ne se pose pas en interne. Je pense que la question ne se pose pas en interne pour le moment. Simplement, en fait,
juste pour rebondir sur ce que disait Greg par rapport à ce qui est vrai par ailleurs que personne n'a vu jouer Farines. Alors moi, il se trouve que j'ai vu un match de Farines, c'était le dernier Venezuela-Brésil. Alors les Vénézuéliens ont perdu 1-0, mais il se trouve qu'en fait, c'est assez dingue, mais il est responsable de 2 buts. Donc, je m'explique. En fait, les Brésiliens ont marqué 3 fois. Il y a 2 buts qui ont été refusés par l'arbitre pour des questions de hors-jeu, etc. Mais sur l'action, Farines n'est pas au courant qu'il va y avoir hors-jeu ou que ça va être refusé par la VAR, etc. Et il a, comment dire, il a encaissé 2 buts. Enfin, il a commis deux grossières erreurs qui ont engendré des buts. Alors évidemment, on peut pas le juger là-dessus. Moi, j'irai pas jusqu'à dire que Després est au-dessus de Farines. Farines, c'est un gardien international. J'ai dit qu'il l'était, j'ai dit que je suis pas sûr qu'il soit devant. Voilà, c'est ça la différence. Ouais. Bon, moi, j'aurais tendance à dire qu'il est devant. Après, encore une fois, je vais dans le sens de Greg. Pour moi, c'est peut-être encore un peu trop tôt de lancer dans la fosse au lion. Et puis, il y a des équilibres de vestiaire. Enfin bref. Voilà. On dépasse peut-être un peu le débat là. La question du coup, c'est les cas s'il est décisif ou pas. Mais pour parler de Farines, une des problématiques qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de Coupe de la Ligue, il n'y a pas de Coupe de France. Et du coup, c'est une vraie, il a pas la bonne saison, le pauvre. Enfin, du coup, de France, on en aura une, mais du coup, elle est retardée. Et que du coup, c'est vraiment pas la bonne année pour jouer l'alternance, quoi. Je suis même pas sûr que s'il y avait Coupe de France, ce serait pas Jean-Louis Léca qui jouerait quand même, c'est mon avis. C'est engagé. Hein? Ouais. C'est engagé. C'est engagé parce que voilà, l'année dernière, Lens n'avait pas trop eu le temps de cerner son deuxième gardien, vu que Vicente Gini avait joué à Dieppe, je vous rappelle, dans le vent, un 7e tour, élimination 2-1 du RC Lens, avec le seul but de Mukanjo d'ailleurs au Racing Club de Lens, et Vicente Gini n'avait pas été bon d'ailleurs. Il n'y a pas qu'à dire qu'il a été bon. Donc voilà, mais en tout cas, évidemment et je pense que Jean-Louis Léca est le premier conscient qu'il doit faire mieux, je pense. Il est assez grand et mature pour ça. Et il sait qu'en ce moment, il est probablement un peu moins bien. Rappelons aussi qu'en début de saison, de manière très frustrante, il prenait des buts où il pouvait absolument rien faire. C'était des frappes de Gouiri en pleine lucarne, etc. Là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Je rappelle aussi qu'il a eu le Covid, alors comme beaucoup, mais je pense que notamment sur le match de Reims, peut-être pas sur le match évidemment de samedi, mais le match de Reims, il manque peut-être un peu de peps. Il était revenu à l'entraînement quelques jours avant. Je veux pas trouver absolument des excuses à Jean-Louis Léca. Hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de faire. Apparemment, Amaury pense que c'est ce que je suis en train de faire. Mais voilà, je pense qu'il est conscient de ça. En tout cas, pour l'instant, pour moi, il n'y a absolument pas de question à se poser. Parce que le meilleur gardien de l'effectif professionnel du Racing Club de Lens, c'est Jean-Louis Léca. Et ça, c'est dit, c'est Greg Lallemand, la Coupe du Nord, la Voix On des a fait Sports. 10 minutes au lieu de 2 minutes sur le cas. C'est pas grave, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, on en parle beaucoup dans le chat et tout le monde essaie de rebondir, tout le monde se pose la question et on fera le débat dans une prochaine émission de savoir est-ce que le projet autour de Wulker Farines est vraiment clair. On en parlera dans une prochaine émission. En attendant, on passe aux notes et je vais vous demander de noter un joueur qui, à mes yeux, monte en puissance, Seko Fofana, qui a été élu meilleur joueur de la rencontre par les supporters sur l'appli du RC Lens. Est-ce que vous avez trouvé que Seko Fofana avait fait un bon match et quelle note lui accoleriez-vous? Compliqué ça. Allez, Amaury pour commencer. Oui, alors je pense que Seko Fofana a fait un vrai bon match. Il monte vraiment en puissance. D'ailleurs, ça nous rassure parce qu'on sentait déjà poindre le doute sur Seko. Justement, on parlait des commentaires hâtifs, on était exactement là-dessus sur Seko Fofana. Hein. C'était l'arnaque du siècle. Enfin, j'ai lu des trucs absolument hallucinants. Ouais. Il réussit quasiment toutes ses passes, il met de l'intensité, il fait des courses. Il est il est concerné dans les 2 premiers buts du Racing. Moi, je pense qu'il est très intéressant, donc je lui mets la note de 6 parce que vu les consignes de Greg qui fait que le résultat influe sur les notes. Donc, on lui met la note de 6 sur 10. Quelle belle bêtise, ça. Quelle bêtise. Du coup, le conseil de classe dit à encourager. Les encouragements du conseil. Dans le chat, Jérôme a mis 8 sur 10 à Seko Fofana. Je vous invite dans le chat à mettre votre note, comme ça je peux faire une petite moyenne des chroniqueurs versus le chat. Je vais quand même donner les notes des quotidiens, pas quotidien, du coup, la Voix des Sports, c'est un 6 qui a été mis par Greg Lallemand. Et dans l'équipe, c'est un 6 aussi. C'est mon collègue Philippe Leclerc, parce que j'étais pas au match. Okay. Mais quelle note tu mettrais, toi, Greg? Je donne la même note parce que Philippe Leclerc, c'est le meilleur. Et lui, par contre, je lui mets toujours 10 sur 10 à mon collègue. Donc voilà. Ah, bah oui, mais bon. Mais les mecs qui perdent de vue l'objectivité, ça fait peur. Ça fait peur. Non, c'est le copinage. C'est un petit Philippe Leclerc, je lui mets un 10 sur 10. Ça n'intéresse pas les gens, Grégory Lallemand, tout ça. Tu mettrais vraiment 6?
Non, en vrai, j'aurais mis 6, voire 7 même. J'aurais pensé à mettre 7 parce que franchement, il a été beaucoup plus simple dans ses sorties de balles. Il a joué vraiment ce qu'on peut attendre d'un joueur comme ça, c'est-à-dire qu'il percute une première fois et après il libère et il obtient ce penalty évidemment. Il met un but. Bon, alors, il lui est pas accordé, mais c'est tout comme. Et puis au-delà de ça, voilà, j'ai trouvé que c'est exactement. Et en plus, alors c'est Franck S qui expliquait ça. À un moment, tactiquement, ils ont inversé le triangle pour permettre à Seko Fofana de venir aux côtés de Gaël Kakuta. Et moi qui avais très très peur de les voir se marcher sur les pieds, au contraire, ça a correspondu. En tout cas, ça a correspondu, on va dire, à ce qui y avait à la meilleure période lensoise pour moi, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à vraiment combiner, à amener du danger quand même aux abords de la surface. Donc oui, j'aurais mis 7. Je crois que j'aurais mis 7. En fait. Alors pour compléter, Greg, moi je pense que Seko Fofana est en train d'adapter son jeu à celui de Gaël Kakuta. Je pense pour être le plus en correspondance possible. Je voyais Sam rigoler. Je ne sais pas pourquoi Sam tu rigoles. Quelle note tu mettrais à Seko Fofana? Il rigole toujours, Sam, il rigole toujours. Il a toujours ce petit côté ironique. C'est pénible. Ouais. C'est pénible les gens heureux. Non. Alors moi j'aurais mis 7. J'aurais mis 7 et j'aurais peut-être même pensé à lui mettre 8, mais je vais pas lui mettre 8 parce que je sais que le 8 il va arriver dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Seko Fofana, il est en train de monter en puissance. Comme on l'a dit dans cette émission, en fait, s'il est à 100% de ses moyens, ça va devenir un joueur majeur du RC Lens. Effectivement, il avait un travers au tout début, c'est que je pense qu'il voulait trop bien faire avec des moyens physiques qui étaient peut-être plus limités que ceux qu'il a aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça fait 3-4 matchs qu'il enchaîne. Donc là, on voit clairement que défensivement, il est davantage présent. Offensivement, ça commence à payer. Alors effectivement, il n'y a pas encore de passe décisive ou de but, même si effectivement, il est impliqué dans les 2 réalisations lensoises. Donc c'est pour ça que je mettrais pas un 8, mais j'ai trouvé clairement qu'il avait énormément apporté. Et je pense que je touche du doigt par rapport aux blessures, etc. Mais que c'est vrai que tu touches du doigt. Je touche du bois, pardon. J'ai dit je touche du doigt. Je touche du doigt. Pardon, je touche du bois. Mais si ces 2 joueurs-là sont épargnés par les blessures, Kakuta et Fofana en deuxième partie de saison, ça va être une vraie force pour cette équipe. Et c'est vrai que pour l'instant, en fait, ils ont assez peu joué ensemble. On a vu sur quelques combinaisons qui pourraient faire très mal tous les deux ensemble offensivement. On a Julien qui dans le chat dit quand on est concerné sur 2 buts, la note ne peut que être positive, donc je mets un 7 sur 10. Et Johan qui dit qu'il est beaucoup mieux physiquement. Et on a Morgan qui dit pour moi j'aurais mis 7, je l'ai trouvé bien plus en jambes que les précédents matchs, beaucoup d'activité et bien plus mesuré dans ses projections, il a senti les bons coups. Et on a Steve Hervel qui dit bonsoir, ça n'a rien à voir mais c'est hyper sympa. Fabien, quelle note tu mettrais toi à Seko Fofana? Moi je souscris Julien du chat et Sam, 7 sur 10 pour Fofana et Greg a lu dans mes pensées parce que je voulais justement souligner le repositionnement tactique de Fofana un cran plus haut aux côtés de Kakuta. Ça j'ai beaucoup aimé et j'attends de voir la suite avec un triangle inversé de la sorte, un vrai récupérateur devant la défense et 2 joueurs plus haut, Kakuta et Fofana. Je pense qu'il y a des promesses à venir pour les matchs. Ouais. Déjà qu'on prend 12 buts sur 3 matchs. Ouais, mais on est là pour délirer. De toute façon, le maintien est bientôt acquis, non? Alors faisons-nous plaisir. Non, je plaisante. Le maintien n'est pas encore acquis. J'ai vu Sam. Bientôt, oui. Oui. Peut-être. J'ai carrément dans le chat des gens qui me disent question pour Greg. J'ai une question pour Greg. Eh bien, je la poserai peut-être plus tard. Avant, on va passer au carton rouge. Absolument. C'est du teasing, mais la question est très intéressante, donc je la poserai probablement. On passe au carton rouge sur ce match. À qui ou à quoi donneriez-vous un carton rouge sur ce match? Je vais commencer par Fabien, qui n'aime pas trop donner un carton rouge. Si, qui donne des très bons cartons rouges, Fabien. Ouais, je donne des cartons rouges. Je me prends au jeu. Moi, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Le carton rouge, c'est pour la série à domicile du RC Lens. 4 matchs, 11 buts encaissés, 0 victoire. Heureusement qu'on a un capital point important, 21 points, on vise les 40, donc 19 encore à prendre. Mais malgré tout, on dit toujours que le maintien se joue à domicile et là, il s'agirait quand même d'enrayer cette série et de regoûter un petit peu à la victoire. Le match contre Brest dans une semaine sera important, je pense, juste avant la fin d'année et la trêve, pour pas forcément basculer dans une autre appréciation de
tout ce qui a été fait avant et de tout ce qui reste à faire. Et Brest, il faut le dire, pour ceux qui ne suivent pas forcément la Ligue 1 de près, mais surtout le RC Lens, Brest c'est une équipe redoutable. C'est pas le Brest il y a 2 ans. Avec la tradition qu'on connaît bien, peut-être que Jean-Kévin Duverne nous fera mal. Ça, on verra, c'est dimanche. Avant ça, il y aura Monaco. Sam, toi qui n'aimes pas du tout donner des cartons rouges, est-ce que tu en as un cette semaine? Ouais, je vais quand même en donner un, même si j'aime bien celui de Fabien sur les matchs à domicile. Ouais. Je vais quand même remettre les 25 minutes contre Montpellier, les 25 premières minutes contre Montpellier. Comment dire, le premier but montpelliérain, il arrive après ces 25 premières minutes. Ouais. Mais d'ailleurs, Franck Hez l'a relevé en conférence de presse. Les Lensois ont été vraiment en réaction. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont commencé à jouer après une grosse demi-heure de jeu. Et j'ai trouvé ça dommage. Moi, j'ai pas eu la même lecture que Greg, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé en soi véritablement tranchant pendant cette première demi-heure. Je les ai sentis assez passifs en fait, et je trouvais qu'ils donnaient une image de l'équipe assez mauvaise. Alors évidemment, après ça s'est complètement inversé, et puis on a assisté à une belle rencontre de foot, mais disons que j'ai été déçu par ces 25 premières minutes. Amaury, ton carton rouge? Écoute, mon carton rouge sera orangé aujourd'hui parce que, comme je le disais, j'ai vraiment bien apprécié le match du Racing. Mon carton rouge sera d'un point de vue tactique sur la mauvaise gestion. Même si j'aurais pu faire sur Silas, sa main, je pense qu'il a toujours pas réussi un centre. Mais il sera sur la mauvaise gestion des temps forts et des temps faibles. Comme je disais tout à l'heure, on a. Il n'est pas payé pour ça. Pardon ? Non, je dis il n'est pas payé pour ça. Ah, d'accord. Et sur la mauvaise gestion des temps forts et des temps faibles, où on n'arrive pas à exploiter nos temps forts, où on marque pas. Et derrière, dès qu'on est un peu moins bien, on est trop friable et on encaisse. Sam parlait des fois d'un petit rien qui aurait pu nous faire gagner ce match. Et ce petit rien, on l'a peut-être eu sur d'autres rencontres depuis le début de la saison. Là, effectivement, on l'a pas eu hier à cause de cette gestion des temps forts, temps faibles. Greg, ton carton rouge? Ah bah moi, comme chaque semaine, j'ai envie de le donner à Samuel Duhamel pour son œuvre. Il n'y a plus rien de footballistique là, Greg, c'est vraiment du règlement de compte. Ouais, tout à fait. Non, plus sérieusement, moi, c'est pareil, rouge-orangé, parce c'est aussi ce qui fait pas. D'ailleurs, on verra certainement mercredi qui va beaucoup manquer, c'est Loïc Badet. Mais moi je trouve que Loïc Badet, notamment à Rennes, il s'était déjà mis en difficulté d'entrer sur une petite roulette en début de match où il perd le ballon, je crois, devant Del Castillo. Il perd ce ballon. C'est encore une fois, c'est parce que c'était à l'image de Loïc Badet, cette équipe elle est perfectible et elle doit gommer ces petites erreurs qui font la différence. Mais ouais, Loïc Badet parce que voilà, c'est là qu'il doit progresser, c'est cette lucidité de savoir quand il doit faire un crochet relancé ou parfois on voyait un petit parpaing, ça fait pas de mal non plus, voilà. Et on rappelle que c'est un jeune joueur qui reçoit énormément de louanges depuis le début de saison, donc forcément peut-être qu'à un moment donné il va s'enflammer. Sam, tu voulais rajouter? Non, simplement, en fait, tout à l'heure, je disais que le maintien était proche. Alors, juste, je m'explique par rapport à ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup du maintien à 40 points. Moi, j'ai vraiment le sentiment, enfin, en tout cas, si on s'en fie aux statistiques après 13 ou 14 journées, que le maintien va pas se jouer à 40 points, mais peut-être à 10 de moins, ou en tout cas à 8 de moins. Exactement, ça fait beaucoup, mais les derniers n'avancent pas. C'est-à-dire que ça carbure au match nul ou à la défaite. Bon, là, Lorient a gagné, mais c'est la seule équipe qui a gagné. Donc, voilà, je vous invite à prendre le nombre de points et à diviser par le nombre de matchs, à faire x38. Et vous allez voir que, normalement, à 35 points, je pense que ça sera bon. Donc, c'est pour ça que comme on le disait la dernière fois, les 21 points, là, c'est un vrai trésor. Alors, évidemment, il y a des matchs difficiles qui arrivent, mais simplement, on va en parler dans quelques instants, j'imagine. Mais même s'il y a des fêtes à Monaco, etc., faudra pas. Enfin, je dis ça pour le groupe de Franck Hez et puis pour les observateurs, les supporters, tout ce que vous voulez. Voilà, ce qui compte, c'est de continuer avec la même intensité, de continuer avec les mêmes principes, parce que encore une fois, il y a pas du tout d'urgence à devoir prendre des points, etc. Dans ce contexte. On a fait donc le tour de nos cartons rouges. On va pouvoir passer à la mi-temps avec le fameux quiz Culture Senior. Vous le connaissez tous, c'est la mi-temps. Alors, ce sera un quiz un petit peu triste. J'ai décidé de l'orienter sur Gérard Rouillet, mais il va être simple. Ce sera l'occasion de revisiter un petit peu la carrière de Gérard Rouillet en tant qu'entraîneur. Ma question sera simple. Quels sont les clubs qui ont été entraînés par Gérard Rouillet au cours de sa carrière? On commence par Fabien. Liverpool. Effectivement. Amaury. Lens. Effectivement. Sam. Neulémine, ouais. Greg. L'Olympique Lyonnais. Ouais. Fabien. Aston Villa. Ouais. Amaury. Je suppose que l'équipe de France n'est pas un club.
Non, elle n'en est pas un. Euh, Tiens, je vais accepter, tiens. Je vais accepter, mais ça veut dire qu'il faudra être très précis pour toute la suite de ce qu'on va se dire. Sam. Le Paris Saint-Germain, ça a été cité ou pas? Non. Donc ça passe. Greg. J'ai envie de tenter les New York Red Bull. Ouais, ça compte. Fabien. Je vais dire pourquoi ça compte. Il était directeur sportif, mais c'est un peu plus flou les rôles aux États-Unis, donc ça compte. Fabien. Flou aux États-Unis. J'ai envie de dire Newcastle. Non, perdu Fabien. Amaury. Tu peux reposer ta question, Tom? C'est une malhonnêteté. Quel club et sélection du coup ont été entraînés par Gérard Rouillet? Donc le Touquet. Le Touquet, ça passe. Sam. L'équipe de France, ça a été dit. Il a peut-être fait les espoirs à un moment donné, non? Je sais pas exactement la bonne appellation, donc je vais dire éliminé. Greg? Merci, ça fait plaisir. Quand il était à la DTN, il a dû faire les U19. Non, c'est perdu. C'était les 18. Ouais, mais bon, à l'époque. C'est Amaury qui gagne ce quiz que j'ai volontairement rendu un peu plus piquant. Il a entraîné la France moins de 18 et la France moins de 20 ans. Donc ça s'appelait pas France Espoir à ce moment-là. Donc c'était la France des moins de 20 ans. Voilà. Mais on a réussi à quasi faire toute la carrière de Gérard Rouillet. Je vais prendre un ton beaucoup moins léger là tout de suite et rappeler, donc pour ceux qui n'ont pas écouté le début d'émission, que vous prenez en cours, vous pourrez écouter dans le podcast. On a essayé de rendre hommage avec les mots que l'on avait auprès de Gérard Rouillet. Je rappelle qu'il est tristement décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans, donc on pense évidemment à ses proches et on s'associe volontairement à ce deuil qui est un deuil pour tout le monde du football. On va repasser au football tout de suite en nous projetant sur le prochain match en sifflant la seconde mi-temps. Passons maintenant au match Monaco-Lens qui nous attend dès mercredi. On enchaîne cette semaine. Le RC Lens, c'est une semaine à 3 matchs, comme on dit. Monaco-Lens ce mercredi, une équipe compliquée à jouer. Ma question sera simple, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? On commence par Fabien. C'est un match qui s'inscrit dans une série de plusieurs rencontres. Hein. Donc il y a Monaco, ensuite on va aller à Metz, on recevra Brest. Donc j'attends que, comme disait Samuel, en cas de défaite, et c'est vrai que c'est Monaco à domicile a un ratio de points par match de 2,42 il me semble. Donc c'est une équipe qui est performante sur son terrain. Donc en admettant que le RC Lens perde, j'attends surtout que le groupe et que les observateurs, que personne se désunisse. Et j'en avais parlé il y a quelques mois sur Lens Absolu, c'était d'avoir cette culture de la défaite, parce qu'on parle toujours de culture de la gagne. Et je pense que c'est important pour un club comme Lens qui est promu d'avoir cette culture de la défaite, c'est-à-dire d'accepter de perdre, tout en gardant une ligne, un fil conducteur sur ses principes, sur la qualité de ses joueurs, sur sa cohésion de groupe et sur l'idée qu'elle se fait du football. Donc, en cas de contre-performance à Monaco, j'attends surtout la réaction du RC Lens. Sur le match en lui-même, j'ai pas forcément d'attente particulière, si ce n'est que l'équipe m'offre un beau match et qu'elle fasse plaisir à voir, qu'elle garde ses principes dans les duels, dans l'engagement et dans la volonté de marquer. Et voilà, après, advienne que pourra, on verra le résultat à la fin. C'était signé Fabien Rondy, messieurs, dames, et c'était sur Culture sans erreur. Je vous invite à trouver une analyse plus complète et aussi détaillée dans vos journaux locaux là, et puis vos émissions de télé. Bravo. Merci à moi. C'est vrai que c'était aussi agréable à voir qu'à écouter. Avant de donner la parole à Amaury, je vais lire un message du chat qui est assez important parce qu'on a rendu hommage aujourd'hui à Gérard Rouillet et on a personne d'autre que Madame Leclerc, Patricia Morel-Leclerc, qui nous envoie un petit message sur l'émission pour nous dire: très belle émission, je suis certaine que Daniel aurait aimé y participer, de plus avec Greg, 3 petits points. Dans quelques jours, je repars enfin de Martinique, lui relater tout ce qui s'est passé depuis 1 an et plus particulièrement l'inauguration du terrain qui porte désormais son nom et qui sera, je l'espère, le meilleur endroit où le druide pourra déverser sa potion.
Merci à tous les membres de la Fédération Lens United pour l'avoir associé à vos événements durant cette année. Amitié, Patricia Leclerc. Je pense que c'était un message que je me devais de lire et qui fait vraiment chaud au cœur. J'en ai presque des frissons en le lisant. Greg, tu veux rajouter? Oui, non, mais parce que moi, l'une des dernières fois que j'ai croisé Gérard Rouillet, évidemment, c'était à l'hommage pour Daniel, justement, Daniel Leclerc, en église Saint-Léger en décembre de l'année dernière, avant le match contre Chambly. Et il était déjà diminué, c'est vrai, mais on le sentait profondément affecté et surtout, il avait très envie d'être là en dépit de ses petits soucis de santé. Donc, ça lui tenait particulièrement à cœur de venir rendre hommage à Daniel Leclerc à Lens ce jour-là. Donc voilà, ça m'étonne pas que Patricia Leclerc envoie ce message aussi, car c'était la grande famille Sorayor qui a été lourdement touchée cette année. Et on pense aussi à Arnold Sovinski qui avait aidé Gérard Rouillet au tout début de sa carrière d'entraîneur. C'est Gérard Rouillet qui avait demandé à Arnold Sovinski de venir l'aider quand il a pris le RC Lens, parce qu'il avait besoin de l'expérience d'Arnold Sovinski. Arnold Sovinski qui nous a quittés en avril dernier. Donc voilà, c'est une année particulièrement douloureuse pour le club de Lens et pour tous les amoureux du foot dans la région. Et aujourd'hui, c'est aussi une triste date. Voilà. Voilà, on salue Patricia Leclerc, moi qui à titre personnel j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois de ma vie grâce à cette émission et j'en étais le plus heureux des hommes et des supporters lensois. On la salue Patricia, on la salue et toute sa famille bien sûr. On salue Patricia. Je vais donner la parole à Amaury, juste lire Deuce sur le chat qui nous dit: j'attends beaucoup de changements pour ce match face au Monaco car il faut reposer les cadres pour bien finir l'année avec Brest et Metz. Est-ce qu'Amaury tu partages cette volonté de faire tourner? Alors, je vais essayer de reprendre la parole après deux analyses aussi brillantes de Céline Fabien et de Madame Leclerc. Ouais. Mais oui, c'est un prisme intéressant, en tout cas, ce commentaire. Il mérite d'être soulevé. Comme le disait Fabien, on joue contre l'équipe qui est numéro 2 à domicile derrière le LOSC, mais avec un match en moins. Donc, Lille a 20 points en 8 matchs et Monaco en a 17 en 7 matchs. Donc, l'important, c'est de rester unis, comme le disait Fabien, et cette culture de la défaite est intéressant. Oui, pourquoi pas concerner tout le monde et rester pied au plancher en gardant cette intensité dans le pressing pour mettre à mal cette équipe de Monaco. Donc faire tourner un petit peu. Et c'est vrai que le match le plus important de la semaine, il est peut-être pas mercredi, même si j'aime pas trop cette approche un petit peu défaitiste de la rencontre. Ouais. Moi, je pense qu'on peut leur poser des problèmes avec nos armes, mais gardons en tout cas 100% de nos forces pour le match du week-end. Ça, c'est un prisme intéressant. Alors, ça mérite un débat, je pense, mais c'est intéressant. Sam, est-ce que tu partages cette analyse Complètement. Alors, voilà, ce que dit Amaury est très juste. Ce qu'a dit Fabien l'est également, avec une petite, pincée de bouddhisme sur l'acceptation de la défaite. Vraiment qui va vous dire que c'est pas la voie à suivre. Mais juste, voilà. Alors, Monaco, c'est une équipe qui cartonne à domicile, mais il reste quand même sur 2 défaites face à 2 gros adversaires, mais il reste quand même sur 2 défaites. Et on a vu quelque chose qui n'aime pas du tout les Monégasques, c'est justement l'intensité dans le pressing qu'Amaury évoquait il y a quelques instants. Les buts qu'ils prennent contre Marseille, alors c'était en tout début de match, peut-être qu'ils sont pas prêts, j'en sais rien, etc. Mais en tout cas, c'est parce que les Marseillais étaient morts de faim, qu'il y a eu des récupérations hautes. Et que derrière ça a enchaîné très vite. Et il se trouve que c'est ce que Lens réalise plutôt pas mal depuis quelques temps. Donc voilà, tout a été dit et super bien dit, et je n'aurai pas les mots pour le dire mieux, donc je vais me taire, mais simplement remettre ces ingrédients-là. Greg, pour conclure. Pour conclure, on parlait de culture de la défaite tout à l'heure. Je rappelle que le RC Lens à Monaco, Stade Louis II, depuis 92, c'est 17 défaites, 8 nuls et 2 victoires, donc une en 98 en championnat évidemment avec le but de Ziani et une en 2007 dans un obscur match de Coupe de la Ligue où Lens avait quand même fini par aller en finale, mais victoire 2-1, but de Boukari et de Carrière. Donc ça fait quand même 17 défaites, 8 nuls, 2 victoires à Louis II depuis 92. Et un 6-0 sous les yeux d'Afis Mamadov, je me souviens. Il y a eu un 6-0, il y a eu un autre 6-0 avec Thierry Henry. Ouais, exactement. Il y avait eu un 5-1, bref, il y a eu quelques déculottés mémorables à Louis II pour le Racing Club de Lens. Donc la culture de la défaite, je crois que c'est vraiment le mot important de l'analyse de Fabien. Il a raison, mais c'est un endroit où de toute façon le RC Lens ne réussit absolument jamais, donc il n'a rien à perdre. Moi, je ne crois absolument pas en un succès sans erreur mercredi, je le dis. Même un match nul. Ça nous rassure, Greg, ça nous rassure. On sait ta qualité de pronostic, ça nous rassure. C'est ça, et j'avoue que c'est vrai que c'est un endroit où on a l'impression qu'il y a une forme de malédiction pour Lens. Je me souviens aussi d'une année où Lens a perdu en demi-finale de Coupe de France sur un but de Moussa Mahazou quand même,
en prolongation. Donc autant vous dire que quand Moussa Maazou arrive à marquer contre Monaco face au Racing Club de Lens, c'est vous dire comme il y a une forme de il y a quelqu'un qui a acheté un sort par là. Donc voilà, et la vérité, et Fabien a raison, c'est que Lens doit rester dans ses principes, continuer à étonner, et pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Ouais. Après, le huis clos ne va rien changer à Monaco, parce que c'était déjà huis clos avant le Covid. Hein, donc, on ne peut pas miser là-dessus. Fabien, il t'a envoyé des balles aussi, hein. Du coup, Fabien, c'est le temps de Fabien. Du coup, après cette petite note, quel score tu pronostiqueras pour ce match? Alors après, pendant que je vous écoutais parler, je me disais, c'est vrai qu'à Monaco, j'ai rarement vu Lens gagner, peut-être en 98, je crois, l'année du titre et encore. Mais en même temps, à Rennes, j'avais rarement vu Lens s'imposer à Rennes. Donc, si je suis mon feeling et mon côté parieur, je me dis, allez, victoire lensoise, c'est l'année des premières, et victoire 2-1 sur le terrain de Monaco, à la surprise générale, et moi le premier. Amaury, ton pronostic? Écoute, on est quasiment à 3 buts de moyenne pour Monaco à domicile. Donc je pense qu'une nouvelle fois, on va avoir du but en regardant notre équipe favorite. Et du coup, je pronostique un 3-1 pour les Monégasques. Sam? 2-1 Monaco. Et Greg? Eh bien, 3-1. Pour un peu comme Amaury, ça m'énerve d'être d'accord avec lui. En général, c'est Pas un peu là, c'est complètement comme Amaury. Complètement d'accord. Et ça est 3-1 et avec une réduction du score du RC Lens en fin de match quand il n'y aura plus trop de suspense. Voilà, c'est très pessimiste, mais c'est vrai que rappelez aussi qu'il y a un deuxième match dans la semaine à Metz qui sera probablement plus dans les cordes du Racing Club de Lens. Mais tout autre résultat qu'une défaite à Monaco sera un excellent résultat, c'est une évidence. Équipe super, juste pour terminer, équipe super jeune Monaco, hein, bourré de talent mais super jeune, donc c'est pareil, perfectible, erreur possible, enfin bref, donc c'est pas mort, moi je pense que c'est pas mort. C'est pas mort et on aura largement l'occasion d'en parler, d'analyser tout ça dans Culture Sang et Or. En tout cas, je voulais vous remercier Greg, Amaury, Sam et Fabien d'avoir encore été fidèles au poste et d'avoir été si brillants. Je me sens mal de devoir donner la parole à des gens si brillants. Je dis par quelle brillance je dois commencer. C'est toujours un métier d'équilibriste très très compliqué. Je voulais remercier. Je ne sais pas par quelle brillance tu peux commencer, mais tu peux toujours finir par Sam Duhamel. Ça, c'est le meilleur pour la fin, Greg. C'est ça, exactement. C'était le fond de ma pensée, bien sûr. Je voudrais remercier également Mathieu et Baptiste qui participent à l'émission en soum-soum, comme on dit, dans le milieu des jeunes. Et je voudrais remercier tous ceux qui participent sur le chat, tous ceux qui regardent cette émission et tous ceux qui l'écoutent par après en podcast, car vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait chaud au cœur. On sait qu'on ne fait pas ça pour rien et c'est grâce à vous. Et en attendant, je vais vous quitter avec des paroles, comme vous le savez, osées, parce que vous savez que j'aime bien me mouiller. Je vais finir par 2 mots qui peuvent créer beaucoup de problèmes dans certaines régions de la France. Allez, Lens.